Hello tout le monde, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné une vidéo pour le vendredi et là il s'agit de ma vidéo de ma pile à lire actuelle qui est une catastrophe intersidérale. Alors je ne fais même pas celle de ma liseuse parce que de toute façon je n'ai pas avancé, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, donc je vois pas l'intérêt. Par contre celle-là, c'est archi plan, donc je vais commencer par te faire donc les suites de saga avec des couples différents, puis non, commencer par les suites de saga, puis les suites de saga avec des couples différents où je peux te lire des résumés, et tous les one-shots ou débuts de saga après. Donc c'est parti. Donc pour les suites de saga, je vais pas me prendre la tête, en fait je vais juste les présenter comme ça parce qu'ils sont spoilants les résumés, donc je vais pas te faire le résumé tout simplement. Donc tout d'abord il y a La grâce et la gloire de Jennifer L. Armentrout. Bon, je sais que j'aime bien l'auteur, c'est le seul dans ma pile à lire. Ah non, j'en ai un autre, mais c'est quasiment le seul, donc voilà, je pense qu'il sera lu très rapidement. Désolée pour les reflets, il fait extrêmement beau dans le sud, alléluia, parce que je pense que demain il va pleuvoir. Donc voilà, celui-là j'ai hâte de le découvrir. Ensuite nous avons Lit, le tome 2 No More de Jane Pierce. Donc pourquoi je ne l'ai pas lu celui-là? Parce que je sais que c'est des années après, c'est avec le même couple que le premier tome que j'avais beaucoup aimé, mais c'est des années après, donc j'ai besoin de me détacher du premier tome avant d'enchaîner. Mais celui-là je l'avais acheté sur Vinted en très bon état, donc j'ai hâte de le découvrir, mais pas tout de suite quand même. Ensuite, nous avons donc La confrérie de la dague noire, le tome 20, L'amant rêvé de J.R. Ward. La confrérie de la dague noire, je te la présente plus, j'adore, j'ai tous les tomes, celui-là c'est le dernier. J'ai hâte également de le découvrir. Dans le même genre, nous avons Noir Démon, le tome 9, Retour de flamme de Susan White. Pareil, j'aime beaucoup l'auteur, j'aime beaucoup cette saga, donc j'ai hâte de le découvrir, mais je sais pas pourquoi il traîne dans ma pile à lire, mais j'ai pas envie de lire Beat Lit en ce moment. Et le dernier de J.R. Ward. Pareil, c'est alors là c'est la saga Volven, le tome 2, le trac du loup. Il me semble que c'est un spin-off de La confrérie de la dague noire. C'est exactement ça. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, on verra bien. J'avais bien aimé le premier tome, donc à voir. Je crois que c'est des couples différents, mais comme j'ai un doute et que j'ai pas lu les résumés, je préfère pas te les lire dans cette vidéo. Ensuite, on a la suite de saga sur des couples différents, donc je peux te lire les résumés. Tout d'abord, il y a Twisted. Donc le tome 4, Twisted Light de Anna Hung. Et évidemment que j'ai envie de le lire. Sûrement quand tu verras cette vidéo, il sera lu. Enfin, j'espère me remettre à lire. Kristen Harper, charmant et dangereux, n'a que faire de la morale et encore moins de l'amour. Mais il ne peut pas nier l'étrange attraction qu'elle ressent pour la femme qui vit juste un étage en dessous de lui. Elle est l'objet de ses désirs les plus sombres et quand l'occasion de se rapprocher d'elle se présente, il enfreint ses propres règles pour lui proposer un marché qu'elle ne pourra pas refuser. Chaque monstre a sa faiblesse, elle est la sienne, son obsession, son addiction, sa seule exception. Douce, timide et introvertie malgré sa célébrité sur les réseaux sociaux, Stella Alonso est une romantique invétérée qui a peu de temps ou de désir pour une relation. Mais lorsqu'une menace de son passé la pousse dans les bras et dans la maison de l'homme le plus dangereux, sexy qu'elle n'a jamais rencontré, elle est tentée de se laisser aller à ressentir quelque chose pour la première fois depuis longtemps. Car malgré la froideur de Christian, elle ressent tout lorsqu'elle est avec lui, passionnée, protégée, vraiment désirée. Bon, j'ai hâte de le découvrir, j'ai trop aimé les 3 premiers tomes, donc je pense que celui-là, par contre c'est une brique, hein, genre 600 pages, mais s'il se lit aussi bien que les autres, je pense qu'il sera rapidement lu. Ensuite, dans le même genre, sur des couples différents, alors tu vas me dire, mais pourquoi tu continues à les lire? T'as pas trop apprécié les 2 premiers tomes. Il s'agit de Tamping Love, le tome 3, Le garde du corps de Jennifer L. Armentrout, qui avait déjà été publié avec son pseudonyme J. Lynn. Chandler Gambley, garde du corps, a une règle, une seule, ne jamais protéger une femme qui l'attire. Or, Alana, la publicitaire impitoyable qui vient de l'engager, est diablement envoûtante et il se sent pris au piège entre son travail et un désir de plus en plus dévastateur. D'un côté, Alana a besoin de ses services, de l'autre, cette femme torride réveille tous ses désirs, lui donne envie de lui faire connaître une extase enivrante jusqu'à ce qu'elle soit totalement à sa merci. Elle a besoin d'être protégée, il a besoin d'être satisfait, et dès qu'ils céderont à leur pulsion, ce sera le chaos. Bon, j'avais eu du mal avec les 2 premiers tomes à cause du style de l'auteur que j'adore en temps normal, mais là non, c'est beaucoup trop différent de ce que j'aime chez elle.
Mais bon, j'ai quand même acheté ce 3e tome pour compléter et avoir tous les Jennifer Larmentrout dans ma bibliothèque. Donc voilà, je le lirai peut-être pas tout de suite, mais je le lirai. Ensuite, on va passer au one-shot grand format, donc c'est que des Hugo. Donc d'abord, on a Killen de Mia Sheridan. Oh le nom. Tenling, désolé. Tenling lutte au quotidien pour survivre dans la petite ville minière sinistrée où elle réside avec sa sœur et leur mère à la santé fragile. Ce qui la fait tenir, c'est le rêve auquel elle s'accroche, obtenir la bourse d'études décernée chaque année aux meilleurs élèves du lycée. Un précieux sésame qui lui permettrait d'échapper à la dureté de son existence et de faire sortir un jour sa famille de la misère. C'est compter sans Kylan, qui travaille lui aussi d'arrache-pied pour décrocher cette bourse et quitter Denville, cette bourgade qui a plongé sa famille dans le malheur, défiant la faim, la solitude et le désir. Il est bien décidé à ne laisser rien ni personne se mettre en travers de sa route et sûrement pas cette fille, sa principale rivale dans la compétition. Jusqu'au jour où tout bascule. Rapprochés par le hasard, Tenny et Killen vont peu à peu s'apprivoiser et devenir amis. Or, de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas, que tous les deux sont bien décidés à ne pas franchir au risque d'entraver leur projet. Sauf que tout semble les pousser irrésistiblement l'un vers l'autre. Mia Sheridan est une auteure que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de ses romans là. Et je l'avais connue avec Archer Voice, que j'avais beaucoup aimé, donc évidemment j'avais acheté son petit dernier qui est sorti aux éditions Hugo. Ensuite nous avons un Lily Blabla, il s'agit de Tous nos lendemains, donc celui-là c'est parce que j'aime bien les Lily Blabla, c'est un peu détente comme lecture et j'apprécie de temps en temps. Chris et Chloé s'adorent autant qu'ils s'aiment sa sœur. Plus de 3 minutes dans la même pièce et c'est l'apocalypse. Et pour cause, Chloé n'a jamais pardonné à Christophe Dan Levis de lui avoir brisé le cœur quand ils étaient plus jeunes. Mais si son amour-propre l'a toujours empêché de lui donner une nouvelle chance, elle n'a jamais pu non plus se résoudre à couper définitivement les ponts. Lorsque Chloé se retrouve dans la rue et que Chris lui propose de l'héberger, les barrières salvatrices qui tenaient l'éloigner l'un de l'autre tombent une à une. Chacun semble pourtant déterminé à tenir bon, par fierté ou pour des raisons plus obscures, sans se douter que le temps leur est compté. Mais à vouloir gagner tous les deux, à tout prix tous les deux, ils risquent de perdre plus que ce qu'ils n'avaient misé. Bon, ça a l'air d'être une petite lecture sympathique, donc celle-là, j'ai également hâte. Et évidemment, j'ai dans ma pile à lire le dernier Christina Lorenz qui traîne un petit peu trop, je trouve. Donc c'est The Soulman Equation. Waouh, mon accent. Jess Davis, mère célibataire surdouée en mathématiques, hésite à se relancer sur le marché de la séduction. La vie ne l'a pas épargnée. Enfant unique de parents absents, elle élève seule sa fille de 7 ans avec l'aide de ses grands-parents affectueux et travaille sans relâche pour joindre les deux bouts. Mais souvent, la solitude lui pèse. C'est alors qu'elle entend parler d'une agence matrimoniale innovante dans les biotechnologies censée révolutionner le monde des rencontres amoureuses. Trouver l'âme sœur grâce à son ADN, cette idée a tout pour la séduire, du moins jusqu'à ce qu'un test lui révèle une compatibilité de 98%, résultat sans précédent avec un individu de la base de données, le fondateur de Génétique Ali en personne, le docteur Rivers Penner. Comment cet homme arrogant et têtu peut-il être son âme sœur? Un résultat la laisse perplexe, mais Gennady Ali lui fait une proposition qu'elle n'est pas en position de refuser, être rémunérée pour apprendre à le connaître. En dépit de ses doutes et de son aversion pour River, elle accepte. Propulsée sous les feux des projecteurs, le couple Diamant devient la vitrine rêvée de la start-up génétique Ali, sur le point d'être cotée en bourse. Et Jess commence à réaliser qu'il y a peut-être autre chose à découvrir sur le scientifique et la science qui se cache derrière le concept d'âme sœur, une réalité bien éloignée de ce qu'elle imaginait. Il a l'air vraiment sympathique ce petit roman. Et j'aime bien les couples qui sont formés un peu pas au pif, mais du coup avec des concepts un peu novateurs, et celui-là a l'air totalement dedans, donc j'ai trop hâte de découvrir. On passe ensuite à ma pile à lire des poches, donc j'en ai deux. Je vais d'abord ma pile à lire des poches récents et plus anciens parce que j'ai récupéré chez mes grands-parents, mais on va le faire en deux fois. Du coup, tout d'abord il y a la diagonale des reines de Bernard Weber. Deux femmes, deux destins, deux visions opposées du monde. L'une croit dans la force du groupe, l'autre en l'individualisme. Leur duel est inévitable, laquelle aura l'avantage. Des années 1970 à 2050, entre guerre, attaque terroriste et espionnage, Nicole O'Connor et Monica Make-Hitty vont s'affronter sans répit et sans merci. Leur terrain de jeu s'étend aux quatre coins de la planète, devenu un échiquier géant dont les humains sont les pièces. Et si vous étiez qu'un pion entre les mains?
C'est ma maman qui a acheté ça, elle est pas trop fan en temps normal, mais là elle a beaucoup aimé. Donc à voir, hein. De toute façon j'ai l'impression que je récupère tous ces bouquins en ce moment. Donc voilà, à voir celui-ci. Ensuite, alors dans la pile à lire, je crois qu'il y a que ceux de ma maman. Donc comme ça c'est réglé, tu sais d'où ils viennent. Donc il y a l'envol d'Aurélie Vallonès. Entre une mère et sa fille, l'amour reste toujours fragile. Entre bienveillance et malentendu, envie d'être ensemble et désir d'émancipation, portrait croisé d'une mère célibataire Gabrielle et de sa fille unique Lily. D'abord fusionnelle, leur relation se distend quand l'école puis l'ascension sociale de sa fille viennent heurter les rêves plus modestes de la mère. Bon, ça peut être sympathique, ça semble être une lecture assez rapide. Ensuite, on a du Lucinda Riley, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc tout d'abord il y a celui-là, La lettre d'amour interdite. 1995, Londres. Johanna Aslan, brillante journaliste londonienne à qui rien ne semble sourire dernièrement, est envoyée couvrir les funérailles du sire James Harrison, monstre sacré du cinéma britannique qui vient de s'éteindre à l'âge vénérable de 95 ans. Un reportage mondain qui a peu de chances de lancer sa carrière. Et pourtant, sous le luxe et le glamour qui entourent la dynastie Harrison, Johanna ne tarde pas à découvrir un secret. Déterminée à lever le voile sur plus de 70 ans de mensonges et de mystères, la jeune femme comprend qu'elle est devenue la cible de personnes hautes placées, prêtes à tout pour empêcher la vérité d'éclater. Ça peut être intéressant, on sait que les Lucinda Riley, il y a toujours secret, enquête et tout ça, et c'est ce que j'aime, donc hâte de le découvrir. Ensuite, on a La jeune fille sur la falaise. En plein chaos sentimental, Granny Ryan quitte New York pour aller se ressourcer en Irlande dans la ferme familiale. C'est là, au bord d'une falaise, qu'elle rencontre Aurora, Lise, une petite fille étrange et attirante qui va changer sa vie. Grâce à de vieilles lettres datant de 1914, Grania va découvrir le lien qui unit leurs deux familles depuis des années. D'une histoire d'amour incroyable à Londres, en temps de guerre, à une relation compliquée dans le New York d'aujourd'hui, les destins des Ryan et des Leslie s'en mêlent tragiquement depuis un siècle. Mais quel est ce secret à l'origine de presque 100 ans de chagrin? Pareil, dans le même type d'avant. Vraiment, là, je vais te présenter 4 bouquins dans le même genre. Donc là, on a La chambre des papillons. Dans la campagne de Surflox, Amiral House trône. C'est la maison familiale de Poppy Montag, l'endroit où elle a passé son enfance à courir après les papillons de son père avant d'y élever ses propres enfants. Après de 70 ans, elle a pourtant se résoudre à se séparer de cette demeure qui abrite ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. Mais la réapparition soudaine de Freddy, son amour de jeunesse qui lui a brisé le cœur 50 ans auparavant, va tout bouleverser car il se pourrait bien qu'Admiral House n'ait pas encore révélé tous ses secrets. Même type, hein, comme je te dis, c'est dans le même genre. Après nous avons L'ange de Mashmon Hall, pareil. 30 ans ont passé depuis que Greta a quitté Marshmont Hall, une magnifique demeure nichée dans les collines du même endroit. Lorsqu'elle y retourne pour Noël sur l'invitation de son vieil ami David, elle n'a aucun souvenir de la maison, le résultat de l'accident tragique qui a effacé sa mémoire plus de 20 ans de sa vie. Mais durant une promenade dans le parc enneigé, elle trébuche sur une tombe. L'inscription érodée lui indique qu'un garçon est enterré là. Cette découverte bouleversante allume une lumière dans les souvenirs de Greta et va entraîner des réminiscences. Après, nous avons un Karen Ponte avec des si et des peut-être. Ça a l'air trop bien comme lecture. Professeur de français, Maxine vit en colocation avec Claudia et ses crèmes au jus d'herbe fermentée aime Flaubert, ses élèves plutôt Stromae, courir avec ses 2 meilleurs amis, 300 mètres c'est déjà bien, et aller chez le dentiste, sa sœur, pour papoter. Elle croit aux signes et aux messages de lumière, pourtant elle ne peut pas s'empêcher de se demander « et si j'étais allée ici plutôt que là, et si j'avais fait ceci plutôt que cela ?» En bonne prof de français, Maxine haine le conditionnel, mais à trop réfléchir avec des si et peut-être, n'aurissons-t-on pas d'oublier de vivre au présent et si la vie décidait de lui réserver un drôle de tour. Plutôt intéressant hein, comme lecture. Et ensuite le dernier de ma pile à lire des récents, 3 de Valérie Perrin. 1986, Adrienne, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit.
quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires tissés entre ses 3 amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur amitié? À voir, celui-là aussi semble intéressant, mais c'est un petit pavé, donc je pense que je vais attendre cet été pour le lire. Dernière pile à lire d'une dizaine de romans, donc c'est des vieux livres que j'ai récupérés chez mes grands-parents que ma maman a lu plus jeune. Donc je me suis dit bon on les intègre à la pile à lire et on les lira un peu au fur et à mesure. Donc tout d'abord nous avons J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir de Christine Anoshi. Ah bah lui il a pas de résumé, donc comme ça c'est réglé. Hein. C'est surprenant, bon ok il a pas de résumé. Donc voilà, si tu connais bah n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. On verra bien quand je le découvrirai, mais en tout cas, il a l'air sympathique. On verra bien. Je crois que j'avais lu le résumé quand même. Mais j'ai un doute. Bref. Ensuite, nous avons les fils de Wang Hong de Pearl Book. Venu assister aux obsèques de son père, le 3e fils de Wang Hong brûle de retourner dans le nord maintenant qu'il a, grâce à son héritage, le moyen de réaliser son dessein, devenir seigneur de guerre avec les hommes. Il enrôlera sous sa bannière, il installera dans quelques régions fertiles dans le pays sans lui paieront tribut pour qu'il les protège contre les voleurs. Telle est la tradition depuis des temps immémoriaux en Chine, telle sera la vie de Wang le tigre. Ça a l'air plutôt sympathique mais un peu à l'ancienne, je sais pas trop si j'aimerais mais on verra bien. Après Vent d'Est, Vent d'Ouest du même auteur. Hick Lang vient d'être marié sans le connaître à un jeune homme de sa race mais qui vient d'Europe. Ce chinois n'est plus un chinois, il a oublié la loi de ses ancêtres, il ne reconnaît, ne respecte ni les coutumes ni les rites. Le frère de Hung Lang vient de passer 3 ans en Amérique, héritier mâle dépositaire du nom et des vertus de la race, annonce son mariage avec une étrangère, il reviendra avec elle. Ça a l'air sympathique. En tout cas, moi, je suis curieuse de les découvrir, ces bouquins. Alors, celui-là, il n'a pas de résumé non plus, mais il s'agit de Le jardinier espagnol de Croning. Donc, à voir. Edgy pour son prénom. Il y a plein de trucs au milieu. Des vieux trucs. Genre pour commander des bibliothèques. C'est assez drôle. Années 80, quand même. Donc, il y a du... C'est de l'ancien, mais bon. Après, La vie d'un simple d'Émile Guileni. Alors, d'un grand-père conteur d'histoire, il tint le goût de conter, et il eut le courage d'ajouter au labeur paysan un labeur d'écrivain. Le plus bel exemple d'homme de lettres pratique le 2e métier, c'est Émile Gosselin qui le donne. Le Bourbonnais est loin et la rumeur parisienne nous distrait d'y connaître et d'y entendre injuste. Mais la rumeur est une chose passagère, la valeur ne se passe pas, et Émile Gauluin est sûr d'occuper dans l'histoire de notre peuple, une place où il est indispensable et seul. Alors apparemment c'était sur l'auteur et c'est pas un résumé du bouquin. Bon, à voir en tout cas, c'est des livres anciens donc c'est toujours intéressant de lire. Alors celui-là c'est Le Glace, pour qui sonne le glace d'Enwich Rock. Désolée pour la prononciation. Alors apparemment c'est tiré d'un... En fait c'est une adaptation, enfin il y a eu une adaptation, donc à voir, mais j'ai pas le résumé. De la 4e, pareil, il raconte autre chose, donc voilà, à voir. Ensuite nous avons Démian du même auteur. Ah non, c'est Edward Hayes là. Donc pareil, pas de résumé, donc on verra bien. Celui-là pareil, Pleure au pays bien aimé de Alton Paton. Je crois que c'est un peu philosophique ça. Donc à voir, pareil. Les petits enfants du siècle de Christine Rochefort. Je pense que celui-là, il date des années 80. Donc ça va être intéressant de comparer avec aujourd'hui. Et ensuite, le dernier, La gare de Wellness de François-Olivier Rousseau. Comme ça. Pareil, le résumé n'a rien à voir. Je viens de vérifier parce que sinon, je te lis des choses qui n'ont rien à voir. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à la tourner. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné une petite vidéo, donc c'était bien sympathique. Et là je vais aller ranger tout ça
la monter et pouvoir te la poster dès vendredi. On est lundi quand je te la tourne, donc vraiment c'est la pile à lire récente pour une fois. Sur ce, je te retrouve dès mardi pour un wikivlog et cette fois il y en aura vraiment un et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.